Aujourd'hui, c'est la suite logique de ce qui s'est passé depuis le début des lives. Qu'est-ce que c'est la classe flexible ? Quel est son rôle dans la préparation de la classe ? Quel est son rôle dans l'évaluation positive ? Quel est son rôle dans le bien-être en classe, que ce soit pour l'enfant comme pour l'enseignant ? À mon avis, aujourd'hui, on va avoir un outil qui va pouvoir faire le lien entre toutes les thématiques abordées. Moi, quand je parle de classe flexible, je pense à une équipe de collègues de l'Est de la France qui a coécrit un livre qui s'appelle « Enseigner en classe flexible », édité aux éditions Retz. Et j'ai eu la grande chance de les rencontrer, de discuter avec elles, de comprendre aussi comment elles fonctionnent, puisque j'ai pu assister à un de leurs ateliers. Et alors, la maîtresse Sève est disponible aujourd'hui pour venir répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des informations sur la classe flexible pour savoir comment l'intégrer dans l'évaluation positive, comment l'intégrer dans notre préparation de classe et peut-être l'intégrer dans notre gestion de classe. Donc si tu veux bien, peut-être pour commencer, tu pourrais définir ce que c'est la classe flexible. Alors déjà, pour faire le plus simple possible, en fait, la classe flexible, c'est une façon de voir l'enseignement, une façon de voir sa pratique, peut-être différente de ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant. Enfin, nous, en tant qu'enseignants, en tout cas moi, ça fait 10 ans que j'enseigne et j'ai connu un enseignement qui était assez classique au départ, finalement. Et la classe flexible, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, on en parlera aujourd'hui, mais surtout, ça permet de remettre les élèves dans une place centrale par rapport à tout ce qui peut se passer dans une classe. Ça nous donne un autre rôle aussi, et c'est vraiment prendre en compte les différences des enfants, voilà, la différenciation, pouvoir évaluer positivement, pouvoir mieux gérer éventuellement si on a une classe à plusieurs niveaux. C'est mieux gérer les enfants en inclusion, comme tu as pu en parler avec Adeline. C'est vraiment trouver, en tout cas moi, une façon de fonctionner qui répondait en fait aux milliards de questions que j'ai pu me poser depuis le début de ma carrière en fait. Donc en fait, pour toi, la classe flexible, ça t'a permis de trouver toutes les réponses aux questions que tu te posais dans tous ces thèmes en fait. Parce que tous les thèmes que tu as cités, c'est vraiment le métier du prof dans sa globalité. C'est ça. Et je pense que c'est des thèmes qui questionnent beaucoup et bon, qui me questionnent toujours. Mais disons, dans la classe flexible, j'ai trouvé des débuts de réponse et j'ai trouvé un équilibre en fait dans tout ça. Je me sens plus efficace dans mon fonctionnement de classe. J'ai l'impression que les élèves aussi sont mieux. Il y a tout ce qui est gestion de classe. L'ambiance dans la classe est quand même différente. Enfin, c'est toute une harmonie qui a été retrouvée dans la classe grâce à ce fonctionnement-là finalement. Et alors, comment tu fais pour passer d'une classe traditionnelle à une classe flexible? Alors déjà, je pense qu'il faut avoir le déclic, il faut avoir l'envie de changer. Parce que, par exemple, j'ai déjà connu des enseignants qui m'ont dit, bah, moi, la classe flexible, ça a l'air super intéressant, mais par contre, je ne ressens pas le besoin. Je me sens bien dans ma classe, ça fonctionne, ça me convient parfaitement le mode classique, donc j'en ai pas envie. Donc voilà, déjà, en avoir envie, se questionner, et par quoi commencer, c'est compliqué parce que je pense qu'il faut déjà interroger sa pratique et qu'est-ce qu'on a envie de changer. Quelles sont les questions qu'on se pose, quels sont les domaines qui nous posent problème. Enfin, moi, je sais qu'au départ, la classe flexible est venue parce que j'avais un problème de gestion de l'hétérogénéité, clairement dans ma classe. Et c'est une question qui m'a toujours interrogée. Même au début de carrière, je me disais, mais comment on va arriver à gérer tous les niveaux d'enfants dans une même classe, même avec un seul niveau. Enfin, je ne voyais pas comment faire en fait. Et c'est après un passage, donc il faut savoir que j'ai fait 4 ans
d'enseignement en Ulysse. Et ces 4 ans en Ulysse, en fait, ça m'a changé parce que j'ai appris la différenciation, j'ai appris voilà, à adapter à tous les enfants. Et tout ça, je l'ai repris après dans la classe flexible. Et c'est là que j'ai réussi à trouver des solutions, même pour les classes ordinaires finalement. Donc en fait, si moi je me sens bien dans ma classe, j'ai pas besoin de mettre la classe flexible en place ou alors, Non, même si tout va bien dans ma classe, c'est peut-être intéressant que je m'y penche pour m'adapter aux élèves, même si moi je trouve que ben, ça me convient quoi, ça me convient parce qu'ils sont assis, ils ont chacun leur place, je peux gérer le groupe et je me sens même en sécurité quand ils sont comme ça. oui, alors c'est différent. Il faut aussi avoir cette volonté parce qu'il y a des enseignants qui ont peut-être peur de perdre cette sécurité dont tu parles. Mm. Et après, enfin, moi, en tant qu'enseignant, je me vois mal dire à des enseignants, ah si, il faut que tu passes en classe flexible, perds tous tes repères, vas-y, ça va être génial. Enfin, il y a des gens qui sont pas prêts, ça va peut-être venir, à force d'écouter les gens en parler, à force de peut-être lire des articles ou des choses dessus, ça peut tout doucement faire son chemin. Mais en tout cas, oui, il faut en avoir envie, il faut se dire, tiens, je me sens bien dans ma classe, mais pourquoi pas tenter l'aventure. Et après, l'idée, c'est pas, comme certains peuvent le penser, la classe flexible, c'est pas un concept global où c'est tout ou rien. Ça peut être, bah, je vais mettre en place la classe flexible, je vais peut-être commencer par penser bah, justement à l'évaluation positive. Peut-être que je vais me pencher là-dessus d'abord, parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Ça peut être plus tard me dire, ah ben tiens, est-ce que je vais plus fonctionner en classe entière, mais en demi-classe. Comment je vais repenser l'aménagement de la classe au niveau de l'espace. On peut essayer de réfléchir à des thèmes, à des petits éléments. Il ne faut surtout pas se dire, allez, classe flexible, c'est parti, j'y vais, j'y vais à fond. Là, par contre, c'est un grand danger et vous risquez justement de vous y perdre et de regretter. C'est ce qu'on a pu avoir des retours comme ça de collègues qui nous ont dit, bah, moi j'ai fait la classe flexible, ça marche pas. Et on leur a dit, mais par quoi as-tu commencé? Comment as-tu démarré ta réflexion? Et qui disaient, bah, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Comme sur le blog. J'ai vu, mais non, mais moi ça fait quand même avec les collègues, ça fait presque 4 ans maintenant, 3 4 ans qu'on s'est lancé là-dedans. Je commence tout doucement à être satisfaite de ce qui se passe dans ma classe, mais il y a toujours des choses qui changent, c'est sans fin finalement, hein. En fait, ce que tu dis, c'est pour tous les domaines en fin de compte. Oui, Que ce exactement. soit pour l'évaluation positive ou pour les intelligences multiples, par Mm, exemple, ou même pour mettre en place l'intelligence émotionnelle dans sa classe. Si tu exactement. veux tout faire d'un coup, tu changes tout d'un coup, tu Non, perds tous tes repères d'un coup et du coup, tu arrêtes tout d'un coup. Du coup, non, tu mais as tout commencé et tu as tout arrêté en un temps très court. c'est comme quand tu as parlé dans ton live sur l'évaluation positive de se fixer des objectifs aussi qui étaient adaptés Mm. à nous. C'est pas de se dire, voilà, je veux une classe flexible. Et c'est pas du tout l'idée. C'est de se dire, bah, j'ai envie de changer. Il y a cet élément-là qui, dans ma classe, me gêne un peu, que j'ai envie d'améliorer. Je vais y aller tout doucement. C'est ça, en fait, l'idée. Et d'accepter qu'il y a des choses qui vont pas marcher, clairement, hein. Nous, avec les collègues, on s'est pris des murs incroyables. On a reculé, on a recommencé, on a tenté des choses qui ont complètement planté, et beaucoup de fois. Et voilà, c'est voilà, accepter l'erreur comme une part de notre apprentissage en tant qu'enseignant. Et c'est un chemin qui est pas facile, mais si on s'accroche et qu'on a envie d'y arriver, ça peut être quelque chose de super. Alors, euh, juste pour définir concrètement la classe flexible, Oui, tu as parlé d'espace dans la c'est ça. classe. Oui. Tu as parlé de travail en demi-groupe. Ça veut dire qu'il y aurait un groupe avec l'enseignant. Vraiment, la classe flexible, comme tu dis, il y a le côté gestion, aménagement de l'espace, qui enfin, pour moi, mes collègues et moi, ça vient dans un deuxième temps. Et le premier temps, c'est vraiment l'enseignement, revoir son enseignement. Et par exemple, moi, voilà, je fonctionne en demi-classe. Je sais, par exemple, Evie, elle, fonctionne en tiers ou en plus petit groupe. Là, c'est pareil, ça va changer. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des groupes restreints et les autres sont en autonomie pour pouvoir mieux s'en occuper finalement. On est plus efficace quand on a un groupe de 6, 8 ou 12 élèves que quand on en a 24. Enfin, on a tous le souvenir de séances à 25 élèves où, enfin, moi je me souviens de séances de grammaire où je me dis, bon allez, j'y vais, 3 quarts d'heure, 25 élèves, je vais y arriver.
Et puis sortais là, j'avais l'impression d'avoir fait la guerre, quoi. C'était très compliqué. Alors que voilà, en petit groupe, tout de suite, c'est une autre ambiance, c'est un autre regard sur les élèves. Là, l'idée, c'est d'avoir un groupe avec nous en apprentissage pendant que les autres vont être en autonomie sur de la découverte, sur du réinvestissement, sur des apprentissages un peu plus automatisés, où là, on a besoin que les enfants s'entraînent régulièrement sans qu'il y ait besoin de l'enseignant. Voilà, exactement. Ça peut être différent dans toutes les classes. On n'est pas tous. C'est pas la classe flexible, c'est quelque chose de très normé. Disons que nous, on a proposé dans le livre notre version de la classe flexible, mais c'est l'idée voilà, de s'adapter en fonction de nous, des enfants, de la situation, du contexte social aussi. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai changé d'école cette année et je ne fonctionne pas forcément exactement comme je fonctionnais l'année dernière, parce que j'ai changé de milieu social aussi. Enfin, la classe flexible, c'est plus une philosophie d'enseignement qu'un concept carré qu'il faudrait suivre comme un manuel de bricolage, on va dire. Si, quand on est seul dans l'école à vouloir mettre en place une classe flexible, si c'est possible ou pas. Donc moi, ma réponse, Mm. c'est toujours la même, quel que soit le sujet. Si j'attends que tout le monde soit d'accord avec moi pour mettre quelque chose en place, je ne fais jamais rien. Oui, on est d'accord. Et on est d'accord, hein? Je suis très décidée. Mm. Donc quand j'ai envie d'essayer des choses, d'abord je propose à l'équipe. Si l'équipe ne me suit pas, je ne me résigne pas parce que sinon je suis frustrée et je ne m'épanouis pas dans ma classe et donc je vais en vouloir à mes collègues et donc ça va ressurgir partout, que ce soit dans ma vie professionnelle comme dans ma vie privée. Donc je fais les choses, j'expérimente les choses, même si je suis toute seule dans l'équipe. Parfois, ça Mm. donne envie aux autres. Donc tout C'est ça, doucement, exactement. les gens se disent, bah tiens, ça a l'air de marcher, donc on me pose des questions, donc je propose, et de fil en aiguille, on peut même arriver ensuite à un travail d'équipe. Mm. Quoi qu'il en soit, je me dis que ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait l'année dernière et qu'ils ne le feront pas l'année prochaine que je ne dois pas le faire moi, parce que ce qui est pris n'est plus à prendre, et Exactement. qu'au moins ils auront vécu une année comme ça avec moi. J'aurais pu essayer, me tromper, Mm. recommencer, accepter mes erreurs, expérimenter, et c'est pour ça qu'en fait notre classe c'est un laboratoire en fait. Ah oui, mais tout à fait. Enfin, en tant qu'enseignant, je trouve qu'on est des chercheurs finalement. On va toujours chercher à améliorer notre pratique. Mm -mm. Et ce que tu dis, c'est vrai parce que voilà, cette année, j'ai quitté mes superbes collègues, donc je me retrouve toute seule dans une alors école primaire de 40 classes, Oui, et donc je suis toute seule à mettre en place la classe flexible pour le moment. Je me voyais mal débarquer dans une nouvelle école, imposer ma façon de voir les choses. Alors, les collègues étaient au courant de ma manière de fonctionner un petit peu, mais voilà, je les ai laissées venir à moi. Elles venaient de temps en temps, elles mettaient la tête au travers de la porte, disant qu'est-ce que je tâche. On m'a dit que tu faisais un truc un peu bizarre. Elles viennent voir, ou de temps en temps, quand elles ont une heure de libre, elles viennent observer dans ma classe aussi. Et tout bah doucement, oui. ça commence à faire effet de boule de neige. Et là, finalement, j'ai à peu près une quinzaine de collègues qui ont fait une demande pour venir observer ma classe. Bon bah voilà. Voilà, donc Donc en fait, on organise. peut vraiment être une source d'inspiration et je pense qu'il ne faut pas attendre la validation de l'extérieur parce que sinon on peut se brimer en fait et Oui. c'est un peu dommage. Après, si la question c'est vraiment est-ce que je vais y arriver toute seule, sans aide des collègues, oui, c'est faisable. Maintenant qu'il y a plus de ressources de disponibles pour construire une classe flexible, sachant que nous, quand on a commencé, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Donc, le fait d'être en équipe, ça nous a beaucoup aidé aussi. Mais je veux dire, maintenant, il faut profiter. On a de la chance de t'avoir aussi, d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir Et oui, c'est ça. plein d'endroits où on peut échanger si on a des questions. À un moment donné, on peut plus se limiter à l'école où on est. On peut ouvrir à plein d'autres choses. En fait, faire les choses tout seul, ça demande tellement d'énergie qu'on Mm. a besoin à un moment donné de se nourrir. Mais je suis d'accord avec toi, Séverine, on ne peut pas ne compter que sur l'équipe dans laquelle on travaille à l'ère du numérique, en fait. Surtout si l'équipe a pas envie de se lancer dedans. On va pas, c'est dommage, comme tu dis, de se freiner et dire, bah, Ben plus oui, tu ne veux, je vais pas le faire dans ma classe. C'est c'est dommage. ça.
Et puis en plus, donc avec tous les réseaux sociaux et avec tout ce qui est partagé, on peut vraiment trouver l'équipe idéale en fait, Mm. l'équipe avec laquelle on a envie de travailler. Et ça, c'est une vraie découverte pour moi. Ça, c'est récent. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir en fait. Donc oui, travailler seul, c'est compliqué. Mm. Ça demande beaucoup d'énergie. En même temps, je ne suis pas forcément seule, même si mes collègues n'ont pas envie de se lancer dans le même projet que moi. Si, quand on débutait dans l'enseignement, c'était possible. Et je voudrais juste témoigner, Oui. euh, il y a 2 ans, je suis allée en visite de classe donc, chez une de mes étudiantes, donc une étudiante en Master 2. Et lors de cette visite de classe, les bras m'en sont tombés. C'est-à-dire que j'ai halluciné. Tellement c'était fluide, tellement c'était maîtrisé, tellement le climat de classe était serein, tellement il y avait du plaisir dans cette classe. Et elle était en classe flexible. Elle travaillait avec des espaces et les enfants étaient complètement libres d'aller, de venir. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient travailler. Ils savaient exactement où aller pour travailler ce qu'ils devaient travailler. Et elle était là pour en chef d'orchestre en Mm. fait. Mm. Et donc oui, peu importe l'ancienneté, je pense que c'est juste l'envie qu'il faut avoir. Voilà, j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que je peux faire d'abord? Est-ce que j'ai besoin de matériel? Est-ce que ce matériel est coûteux? Euh, Comment je peux la présenter aux enfants? Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils arrivent le matin? Enfin, tu vois, toutes ces questions d'organisation. Oui. Alors déjà, moi, je pense qu'avant de faire tout ça, il faut qu'on soit jeune enseignant ou plus aguerri. En tout cas, les jeunes enseignants, c'est être à l'aise et savoir où on va. Parce que je vais quand même mettre une petite mise en garde pour les jeunes enseignants qui ne seraient pas encore, tu vois, dans un cadre bien posé. Parce que je pense que la stagiaire M2 que tu as dû rencontrer devait être très à l'aise, être vraiment au clair avec ses idées. Il faut quand même faire attention pour quelqu'un qui commencerait et qui serait pas encore vraiment au carré avec la gestion de classe, avec le climat de classe. Ça peut aussi être une barrière à la classe flexible et ça pourrait engendrer des problèmes supplémentaires. Mais du moment où on se sent bien dans ses baskets, on se sent bien dans sa classe, on a envie de démarrer Bien ça. dans sa tête Et et donc bien dans sa classe. D'accord. exactement, Donc je commence par moi-même. Encore une exactement. fois. Il faut se sentir D'accord. bien et être prêt à ça parce que c'est quand même un gros bouleversement finalement. Avec les collègues, quand on a commencé, on savait pas trop où aller, on voulait pas, faut pas changer du tout au tout. L'idée, ça a été d'apprendre aux élèves l'autonomie. C'est quoi vraiment être autonome? Parce que finalement, c'est une grosse part du travail en classe flexible. Si les élèves sont pas autonomes, ça va pas fonctionner. Et donc, au départ, on fonctionnait en demi-classe. Et donc, moi, j'avais tout simplement une demi-classe avec moi et les autres étaient sur un fichier et faisaient le même travail. C'était juste l'idée de, vous n'êtes pas avec moi, vous avez un travail à faire, je vous l'ai donné, les collectifs, c'est le même pour tout le monde, mais pendant 15 minutes, il va falloir ne pas venir me déranger et trouver les solutions tout seul. Donc Ça en fait- fait, c'est un petit peu comme si j'avais un double niveau. voilà, D'accord. exactement. Au début, en tout cas, moi, c'était ça. Et après, tout doucement, c'est venu où on a commencé à proposer des choses un peu différentes aux enfants et on a mis en place assez rapidement le tableau de programmation. Alors, je sais que maîtresse Aurel en parle aussi beaucoup sur son blog puisqu'elle a des CP et elle le fait beaucoup au début d'année et moi aussi d'ailleurs même au CE1. C'est proposer différentes activités qu'on va imposer aux enfants pour leur donner aussi un rythme de travail. Euh, Au cours d'une semaine, par exemple, ou même d'un mois. Ça peut être pendant 2 jours, vous faites ça et ça. 2 jours d'après, vous faites ça et ça. Mais attention, ça ne veut pas dire que je dois fabriquer 1 milliard d'ateliers, par exemple. Parce qu'on a des collègues qui nous ont dit, oui, mais du coup, j'ai passé mes vacances à plastifier, à devoir acheter plein de jeux, etc. Non, il suffit de prendre ce qu'on a dans la classe. On a tous du matériel de manipulation, on a tous des choses, des fichiers. On peut utiliser les fichiers à ce moment-là au départ. Enfin, il y a plein de matériel dans une classe qu'on peut utiliser tout simplement pour créer des ateliers hyper simples. Est-ce que tu parles de plan de travail quand tu parles de tableau de programmation?
Oui, c'est un genre de plan de travail finalement, une fiche de route collective où on va dire aux enfants, bah voilà, tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça. C'est un guide en fait pour la semaine où on va indiquer aux enfants les différentes tâches à réaliser en autonomie. C'est les prémices, on va dire, du plan de travail. Tu leur as enseigné l'autonomie. Ça veut dire que je ne peux pas demander à un enfant de faire ce que je ne lui ai pas enseigné. Quand je dis à un enfant sois autonome, Mm. ben ça veut rien dire si moi je lui ai pas dit qu'est-ce que c'est être autonome, Mm. comment agir, quoi faire, comment le faire, avec qui le faire. Parce que même pour l'enseignant, parfois c'est pas clair. Ah bah Dans la souvent, tête de l'autonomie, souvent, enfin moi j'ai toujours vu, ah bah cet enfant-là, il est autonome parce qu'il ne va pas m'enquiquiner. Parce que une fois qu'il a fini son travail, il va prendre son fichier, ses exercices supplémentaires, et puis voilà, il va se mettre dans un coin, et puis c'est tout. Non, l'autonomie, on parle vraiment, c'est un engagement de la part de l'enfant. C'est pas de l'occupationnel, c'est vraiment être autonome, être capable, voilà, de réaliser une activité, de se dire bon bah en lecture, j'en suis à tel niveau, j'aimerais bien m'améliorer, je vais prendre tel exercice, faire telle activité pour pouvoir m'améliorer. C'est vraiment tout un travail de, on va dire des méchants mots, hein, mais de métacognition où l'enfant sait où il en est et il est capable de faire les choses pour s'améliorer. donc, c'est là que revient l'évaluation positive, puisque être autonome, ce n'est pas forcément travailler tout seul en se taisant. Ah non, pas Ça du peut être travailler en binôme, ça peut être travailler en équipe, sans tout. forcément avoir besoin de l'enseignant qui dit tu C'est ça. dois faire ça, parce que l'enfant a mis du sens sur ce qu'il devait travailler. Et s'il a mis du sens, c'est parce que l'enseignant a été explicite sur ses réussites, C'est ça. sur le parcours et donc sur les étapes qui suivaient celle qui venait de réussir. Et finalement, Ça l'enfant veut est capable de s'évaluer lui-même. Et voilà, Finalement, c'est ça l'évaluation positive aussi. c'est C'est je exactement sais où ça. j'en suis, je sais vers où je veux tendre et comment atteindre cet objectif-là presque par moi-même. Ça veut dire aussi que tu as parlé d'espace, tu as parlé de programmation, donc les Le élèves fait- aient des activités Oui, à faire, mais ces activités ont du sens pour eux. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en faisant cette activité, ils apprennent cette notion pour atteindre cette attendue de fin de cycle, par exemple. Et c'est en ça que c'est pas occupationnel. oui, c'est ça. Et ça peut être, voilà, comme tu dis, s'améliorer dans un apprentissage pour l'automatiser. Ça va être reprendre un travail qui n'a pas été fait depuis très longtemps pour le remettre en mémoire. Ou alors, au contraire, j'étais en échec sur un travail, je vais le refaire pour pouvoir réussir cette fois-ci. Et là, on va pouvoir évaluer différemment que papier-crayon. L'enfant va réussir quelque chose, va me le montrer, hop, c'est validé. Voilà, très bien, tu as réussi ta compétence, il n'y a pas de souci. C'est validé, tu peux Ma- prendre en photo, tu peux recueillir la trace écrite, Exactement, tu peux mettre ça dans exactement. les outils. Voilà, d'où le Voilà, lien classe flexible, évaluation positive. exactement. Alors, là, on a posé des questions concernant les groupes. Quand tu dis tu travailles en demi-groupe, est-ce que tes groupes sont faits au hasard? Est-ce que tu les constitues, ces demi-groupes? Est-ce qu'ils sont homogènes, hétérogènes? Comment tu fais? Alors, au début d'année, comme je pense tous les enseignants, je réalise des petites évaluations diagnostiques qui me permettent un petit peu de jauger le niveau général des enfants. Donc, ça va concerner la lecture fluente, ça va concerner l'aisance en mathématiques, ça peut concerner la production d'écrit aussi, hein, qui est un indicateur hyper important, puisque ça regroupe énormément de choses. Voilà, je fais des petits tests, des petits exercices, et je vais créer mes groupes à partir de ça. Alors, à savoir que j'ai des groupes hétérogènes et des groupes homogènes. Ça va dépendre en fait du domaine concerné et de ce que je veux faire avec mes élèves. Mhm. Donc, par exemple, j'ai pas mal de groupes homogènes. Donc, c'est par groupe finalement de niveau, de capacité. Donc, par exemple, en lecture, puisque je vais aller plus loin dans les compétences avec un groupe qu'avec l'autre. Voilà, j'ai un groupe, par exemple, cette année, donc j'ai des CE1, je vais avoir un groupe qui va être encore sur la lecture de phrases au niveau de la fluence, sur l'aisance à lire des mots, à respecter les groupes de souffle. Et j'ai un autre groupe qui, lui, par contre, en fluence, va être dans le respect des dialogues, dans la mise en voix, etc., qui va être beaucoup plus, aller beaucoup plus loin. En écriture aussi.
finalement production d'écrit, niveau du respect du graphisme. Voilà, on va dire que c'est les deux éléments où j'ai beaucoup de groupes homogènes pour pouvoir différencier plus facilement. Après, j'ai beaucoup aussi de choses où je garde des groupes hétérogènes. C'est-à-dire que j'ai envie qu'il y ait une émulation dans le groupe. Quand le copain ne comprend pas et qu'il faut lui expliquer, ben, c'est bien aussi que les enfants qui savent les choses et qui soient capables d'expliquer aux copains, c'est aussi super intéressant comme exercice. Donc, j'ai un petit peu les deux groupes, on va dire, homogènes et hétérogènes. Ça dépend. Donc en fait, ça dépend de ton objectif. Dans ta préparation de classe, tu vas savoir si tu as besoin d'avoir des enfants qui ont les mêmes besoins ou au contraire d'avoir de la coopération et donc peut-être du tutorat. J'ai bien compris que les élèves pouvaient être évalués sur l'instant parce qu'ils avaient fait une activité et qu'ils l'avaient réussi. Il me semble aussi que tu as dit que dans les activités faites en autonomie, il y avait de l'entraînement. Ce qui veut dire que quand tu vas valider un travail, c'est parce que cet élève l'a fait plusieurs fois correctement et que tu sais qu'il l'a intégré. C'est ça. C'est ça. Oui, en fait, oui, là j'ai des genres de ceinture de compétences que j'appelle des arcs-en-ciel. Et donc pour valider ces compétences-là, il faut au moins, enfin, moi j'ai déterminé 3 essais. Je veux que 3 essais soient bien réalisés pour estimer qu'on peut passer à la suite. Je ferai juste la différence entre les connaissances à retenir, intégrer et à mettre dans la mémoire procédurale pour qu'elles soient automatisées, auquel cas il faut absolument que ce soit vu, revu, re-revu, transféré. Et c'est dans le transfert dans des tâches complexes qu'on va pouvoir se rendre compte que c'est automatisé. Et des choses qui tiennent plus de la culture. Et on sait bien que nous, adultes, bien, il y a plein de connaissances qu'on a eues et qu'on n'a plus parce qu'on n'en a pas eu besoin. Donc là aussi, c'est avoir du discernement. Qu'est-ce que je veux que mes élèves retiennent de façon pérenne? Et donc, qu'est-ce que je mets en entraînement et en tâches complexes pour voir s'ils l'ont automatisé ou pas? Sinon, bah, si c'est de la culture, ça va être peut-être un contrôle et puis bah, on sait très bien qu'ils s'en souviendront plus 3 semaines plus tard. Et c'est pas très grave puisque... Après, c'est comme en science, on peut se dire, voilà, il y a des connaissances à acquérir. Mais par exemple, moi, je sais qu'en science, ce qui m'intéresse le plus, c'est que mes élèves aient cette démarche scientifique, aient cette curiosité, se posent des questions, soient capables d'analyser des résultats d'une expérience. C'est vraiment ces compétences-là qui m'intéressent moi. Les connaissances, ils peuvent les avoir ou pas. Après, ils peuvent facilement les retrouver aussi. Ça dépend ce qu'on veut. Combien d'élèves maximum je dois avoir devant moi pour que la classe flexible fonctionne? Je veux dire, dans une classe entière, combien dans une classe il faudrait en avoir? Oui, quel est l'effectif à ne pas dépasser? Moi, je pense qu'à 30, on peut monter. Hein. Pas peur. Moi, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, j'en avais 27, dont 2 inclusions du lycée à 100%. D'accord. Et ça roulait bien. Ok. Ça roulait bien. Ce n'est pas l'effectif le problème, c'est l'organisation au final. Non, parce que souvent on m'a dit oui, parce que t'as pas beaucoup, ça réussit parce que t'as pas beaucoup d'élèves. J'en ai beaucoup. Oui, mais tu as une grande classe. Non, elle est normale. Mais justement, c'est la Non. question qu'on posait après. Bah, Comment je fais quand j'ai une superficie de classe réduite? Après, il faut savoir ce que c'est réduit, quoi. c'est ça. Enfin, moi, j'ai jamais eu des classes très grandes. Cette année non plus. Elle n'est pas extraordinairement grande. Ça doit être, voilà, de l'ordre, je sais pas, la classe moyenne, 45-50 mètres carrés peut-être. Enfin, c'est pas. On avait fait un calcul avec Aurélia d'ailleurs, et on avait estimé que dans une classe, un élève avait moins de 2 mètres carrés pour chaque élève, à savoir qu'une poule label rouge, c'est 2 mètres carrés. Voilà. On avait aimé cette petite comparaison avec de la volaille, mais voilà, pour dire que voilà, moi j'ai jamais eu de grande classe, mais c'est vraiment la façon dont on va utiliser l'espace qui est intéressant. C'est ça en fait, l'aménager en fonction de ce qu'on a. Est-ce que tu as des grandes fenêtres? Est-ce que tu as des murs qui sont disponibles?
Est-ce que ta classe a une forme peut-être un peu particulière? Est-ce que tu peux utiliser le couloir ou pas? Enfin, il y a plein de choses à Tu questionner aussi. utilisais le couloir? Tu utilises le couloir? Oh, ça fait des années que j'utilise le couloir. Alors cette année, j'ai de la chance parce que j'ai une sorte de porte vitrée, donc les enfants, je les vois encore mieux. Mais oui, le couloir, pour moi, ça fait partie intégrante de la classe. On devrait le compter dans les mètres carrés d'ailleurs des classes, parce que ça devrait être comptabilisé. Mais oui, j'utilise le couloir pour proposer des espaces en fait de travail par deux. Alors je leur explique, hein, c'est 4 maximum dans le couloir et par deux, comme vous avez compris. Et ça, c'est dur à faire, Ah, hein. faut le réfléchir quand je leur montre quand même. Et voilà, c'est un espace où vous pouvez aller, si je vous fais confiance, par contre, hein, euh, c'est un mot que je leur apprends dès le début de l'année. Il faut que je vous fasse confiance. Vous me faites confiance, mais moi aussi, hein, ça va dans les deux sens. Et vous pouvez aller travailler dans le couloir pour. Moi, j'ai des élèves qui adorent apprendre leur poésie en se promenant dans le couloir. Elles se mettent par deux. Il y en a une qui récite, l'autre qui lui redit la poésie. Elles se promènent comme ça dans le couloir pour mémoriser. Enfin, je trouve ça vraiment génial, quoi. D'accord, donc au final, quelle que soit la superficie de ma classe, c'est en fonction des fenêtres, des murs que j'ai, des meubles que je ne suis peut-être pas obligée de coller au mur, mais que je peux mettre au milieu de la classe pour avoir des supports supplémentaires. C'est le couloir avec la porte ouverte et la confiance mutuelle qui... Exactement. Et même, puisque, si j'ai bien compris, tu as moins de tables Oui. que d'élèves au final. Donc tu as plus de place en fin de compte. Exactement. Enfin, moi, j'ai souvenir, il y a la première année que j'ai travaillé comme ça, donc j'avais quelques petits îlots, j'avais quand même pas mal de tables en randonnion, etc. Et quand j'ai fait ce changement-là, ma directrice est venue, donc elle venait tous les matins pour prendre le compte des élèves absents. Et elle me dit, mais t'as combien d'absents aujourd'hui? Je dis, ah, mais ils sont tous là, hein, les 26. Hein. Et en fait, ça a vraiment une impression d'espace. Et au contraire, je pense que pour les petites classes, c'est même une solution, la classe flexible, finalement. Parce que moins de tables, moins de chaises, peut-être aussi moins d'armoires, moins de choses qui peuvent traîner dans la classe. Des, euh, des cartables, quand c'est possible, qui sont mis dans le couloir. Donc, du coup, ça permet de circuler beaucoup plus facilement. Enfin, je dirais même que c'est l'idéal des petites classes, finalement. On J'ai va... même vu que ton bureau ou celui de maîtresse Aurel n'était plus là, c'était un bureau flexible, c'était une petite charrette Oui, parce que finalement, on y de était pour tiroir à roulettes. mais ça sert à rien. Enfin, on peut corriger sur la table d'un élève. C'était pas, c'était plus voilà l'idée de voilà le bureau de la maîtresse, il est là, c'est le mien. Finalement, il sert pas à grand chose quoi. J'ai vu aussi qu'il était possible d'avoir des ceintures de menuisier pour mettre son matériel dedans Oui. et pouvoir bouger dans la classe avec ses feutres, ses post-it, ses crayons, Ah, ses petits carnets. Donc ça fait gagner de la place. et aussi, ce qui est génial, c'est que les enfants nous aident parce qu'ils sont nos porteurs. Enfin, moi, dès que je trouve plus mon stylo, ils me le retrouvent en 2 secondes. C'est génial, quoi. Ils savent exactement où je mets mes affaires. Enfin, même eux, Euh, enfin, Il y a eu une question qui a été posée concernant l'emploi du temps. oui. Comment dans ton emploi du temps tu intègres la classe flexible par rapport au temps d'autonomie et par rapport au temps où tu as un groupe avec toi? Est-ce que c'est dans ton emploi du temps ou est-ce que c'est dans ta préparation de classe? Alors, dans l'emploi du temps, j'ai des créneaux. Hein. C'est vraiment, c'est intégré dedans. D'ailleurs, j'en ai mis plusieurs exemplaires sur mon blog. Mais j'ai vraiment des temps, on va dire, il y a 8 créneaux, je crois, d'autonomie pour chaque enfant, finalement. Et à peu près, on va dire, il y en a du coup 2 par jour. Donc, il y a 2 temps. Souvent, c'est sur le français et les mathématiques, où j'ai une demi-classe. Donc, par exemple, on va faire géométrie aujourd'hui. J'ai 12 élèves avec moi, 12 élèves en autonomie pendant une demi-heure. Je fais à chaque fois des créneaux d'une demi-heure. Et ensuite, on tourne. Je prends l'autre groupe et ensuite, les autres sont en autonomie. On va D'accord. Donc ça inverser. veut dire que dans ton emploi du temps, il y a écrit quoi? Il y a écrit français ou il y a écrit classe flexible ou il y a écrit autonomie? Il y a écrit quoi? Alors, non, sur celui qu'il y a dans la classe, celui que les enfants voient dans la classe directement, il n'y a pas écrit classe flexible, il n'y a pas écrit autonomie. Il y a écrit, par exemple, il y a un créneau d'1 heure où c'est marqué géométrie, mais eux savent très bien qu'à un moment donné, au bout d'une demi-heure, on va switcher. Ça, ils le savent. D'accord. Dans ta journée, tu as deux créneaux d'une heure pendant lesquels tu vas alterner tes groupes 30 minutes, toutes Exactement, les c'est ça 30 à peu minutes. près. Voilà, c'est ça. Après, ça peut varier. J'ai des jours où je vais avoir 3 créneaux, d'autres un. Ça va dépendre d'autres choses.
Par exemple, moi, cette année, j'ai des cours de langue qui sont imposés, j'ai les cours de sport qui sont imposés. Donc après, je peux pas, bah, comme tout le monde, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc ça va dépendre aussi de tous les impératifs qu'on nous donne. Barbara pensait que la classe flexible, c'était tout le temps, mais non, ce Ah sont des non, créneaux. vraiment. Alors c'est très important d'avoir des temps collectifs où on a la classe ensemble. Enfin, par exemple, le matin, justement, tu me demandais tout à l'heure comment on commence le matin. J'ai une demi-heure. La première demi-heure, c'est collectif. C'est-à-dire que tous les enfants sont à l'avant de la classe. Alors, ils ont plusieurs choses à faire, ça va dépendre. Il y en a qui ont des responsabilités, la date, le nombre du jour, le mot du jour. La plupart ont une petite activité, une petite routine à réaliser. C'est du réinvestissement de compétences qu'on a déjà travaillées. Et Mhm. moi, je regarde juste entre 3 et 4 enfants. Je prends 20 minutes pour retravailler des choses qui n'ont pas été validées, par exemple, et pour les évaluer à nouveau, en leur disant, ben voilà, tu n'as pas réussi cette activité-là, on va voir pourquoi ensemble. Et il arrive parfois qu'au bout de 20 minutes, voilà, je me dis, bah, finalement, tu vois, tu avais compris, c'est juste la consigne qui n'avait pas été bien appliquée, mais en fait, c'est bon. Et il y a ces temps collectifs, il va y avoir voilà, l'art visuel, le sport, les débats, tout ça, ça va être en collectif, finalement, jouer le groupe classe en entier, parce que clairement, faire un débat ou avoir une demi-classe, j'y voyais pas, moi en tout cas, l'intérêt. Je préfère avoir la classe entière, qu'on puisse discuter, construire des projets ensemble. Voilà, il y a vraiment des moments où non, j'ai une classe de 25 classiques. Donc au final, tu gardes la cohésion de groupe et le sentiment d'appartenance au groupe Exactement. avec les activités que tu choisis avec la classe entière. Oui, Et tu as choisi pour le français et les maths d'avoir 2 créneaux d'1 heure par jour pour avoir ta classe en demi-groupe. voilà. À nouveau, ça dépend des objectifs qu'on a. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc en fait, ça tient plus dans la préparation de classe que dans l'emploi du temps en fin de compte. Mm. D'accord. On me demande là, enfin on demande si à mi-temps c'est possible. Alors, c'est vrai que ça peut être. C'est plus, je pense, dans l'aménagement de l'espace, ça peut être compliqué. Si la collègue ne veut pas. Voilà, si la collègue, elle veut des tables, si elle veut que les enfants soient assis, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Maintenant, dans l'organisation de la journée, c'est pas forcément gênant parce que si la collègue, elle veut fonctionner de manière classique, et encore, c'est pas sûr, ça trouve, ça va lui plaire aussi de fonctionner en classe flexible, et là, c'est génial. Mais Mhm. disons que la collègue n'a pas envie, elle dit non, moi, je veux les 24 devant moi, voilà, c'est comme ça. Voilà, la collègue qui a envie de faire une classe flexible sur ces 2 jours, elle peut créer ces temps d'autonomie-là. Alors forcément, ça sera différent que d'une collègue qui a 100%, qui peut aménager des coins, etc. Mais ça peut être aussi pensé. C'est ça être flexible. La classe flexible, c'est ça. C'est adapté à son cas de figure. C'est bah, j'ai la collègue qui veut pas, je suis qu'à mi-temps, donc je vais essayer d'adapter mes besoins, les besoins des enfants et mon envie de classe flexible bah, à la situation. D'accord. Donc au final, même si il y a une table par élève, parce que je suis à mi-temps et que ma collègue, enfin, n'a pas encore envie de s'engager dans la classe Mhm. flexible, moi, je vais pouvoir la mettre en œuvre par rapport à mon organisation du temps C'est et ça. de mes enseignements. Exactement. Et puis après, honnêtement, bouger 2, 3 tables le matin, ça peut réveiller les enfants, ça peut leur plaire aussi. Enfin, moi, les tables sont jamais fixes, en tout cas dans mon espace d'apprentissage. Des fois, ils sont en U, des fois, ils sont en randonnion pour l'écriture, des fois, je fais des îlots. Enfin, les enfants, ils adorent. Une fois qu'on leur apprend à bouger un peu les tables s'il y a besoin, ça peut Oui. aller très vite aussi. C'est pas gênant. Quand tu dis que tu prends parfois ta classe ensemble, l'image qui vient tout de suite, c'est que tous les élèves sont assis à une chaise et à une table. Ah non, bah du coup, non. Et ben voilà. Eh ben non, c'est ça la petite différence, c'est qu'en fait, finalement, c'est mon fameux grand U, où en fait, j'ai la moitié de la classe qui s'assoit sur les chaises des tables du U, et les autres sont au centre. Et du Mhm. coup, c'est vraiment plus sympa, je trouve, même quand on travaille en classe entière, parce que ça crée un cocon, on est tous proches les uns des autres, et il y a ce côté vraiment plus intime et moins froid, et on évite d'avoir des élèves tout au fond de la classe qui ne suivraient pas. Alors, bien évidemment, c'est plus compliqué. Par exemple, je pense aux sciences, parce que les sciences, je les fais en groupe classe, et je ne peux pas mettre les enfants forcément toujours par terre. Alors après, il y a des solutions. Par exemple, moi, j'ai des tables en fait qui gravitent autour de mon U. Donc, je vais les tourner
vers le tableau. Je peux prendre un des îlots du centre, du centre d'autonomie et je peux faire une ligne supplémentaire. Et j'ai aussi, alors là, du coup, ça a un petit coût. J'ai acheté du matériel flexible qui va permettre en fait aux enfants d'être par terre mais d'écrire, d'avoir un support, ce qu'on appelle par exemple les Z-tools, des choses Oui, comme j'ai vu ça. ça. On a facilement du coup un espace où l'enfant peut écrire avec son cahier sans qu'il y ait besoin de tout déménager. D'accord. Voilà. Et comment tu gères le bruit? Parce que quand tu Alors, travailles avec une demi-classe, forcément, les autres peuvent être bruyants. oui. Comment tu fais? Alors, c'est un apprentissage. Encore une fois, faut leur apprendre à chuchoter. Ça veut dire quoi chuchoter? Parce qu'il y en a, ils savent pas ce que ça veut dire. Et même nous, en tant qu'adultes, c'est quoi? Ça veut dire quoi chuchoter? Donc, on apprend, on sent les cordes vocales, les vibrations. Alors, quand je chuchote, il n'y a pas de vibration. Donc là, c'est bon. Et je leur dis souvent, et vous vous rendez compte, là, si vous êtes en train de vous dire des secrets, j'entends tout. Si vous imaginez que vous dites un secret au copain et que la maîtresse ne doit pas entendre. Donc, ils imaginent assez vite là-dessus. Après, forcément, il y a des moments où ils sont en train de travailler en groupe. Il y a de l'émulation, ils sont excités par quelque chose qu'ils sont en train de travailler. Ça fait un peu plus de bruit. Donc là, on apprend aussi à les réguler. On apprend aussi aux enfants à se parler entre eux positivement, à dire bah, écoute, là, tu as fait un peu de bruit, tu m'as gêné, est-ce que tu peux faire attention, s'il te plaît? Parce qu'ils viennent souvent se plaindre à moi en disant bah oui, mais moi, est-ce que tu lui as expliqué que ça te gênait? Donc, c'est aussi beaucoup de communication entre les enfants. Et il y a à un moment donné une sorte de régulation qui se passe entre le groupe qui est avec moi et qui peut être gêné par le bruit et le groupe qui est en autonomie. Parce que je leur dis, mais tu te rends compte que là, tu fais du bruit, mais tout à l'heure, quand tu seras avec moi, tu vas être gêné par le bruit des copains. Et ils s'en plaignent. Et je dis, mais tout à l'heure, tu as fait du bruit, ça t'a pas dérangé d'embêter tes copains. C'est vrai. Et il y a une sorte de régulation qui se fait tout doucement. Alors, des fois, je ne dis pas, hein, des fois, en autonomie, c'est complètement, on dirait un zoo. Il y a besoin de recadrer un peu plus durement. Euh, mais en tout cas, le fait qu'il y ait finalement qu'un demi-groupe en autonomie, qu'ils aient quand même beaucoup d'espace, qu'ils puissent se mettre par terre, à des tables, ils peuvent s'isoler aussi, ils peuvent se mettre dehors. À nouveau, on a 12 élèves en autonomie, il y en a déjà 4 dans le couloir, il ne reste plus que 8 au fond de la classe. Ça va. C'est déjà pas mal. Et c'est Oui. surtout, et puis ça travaille sur soi, hein, parce qu'honnêtement, moi au début, quand j'entendais les enfants de l'autonomie parler, j'étais, mais qu'est-ce que. Vous arrêtez de bavarder, c'est quoi ça et en allant les écouter, j'ai dit, mais de quoi vous parlez là? Vous arrêtez de bavarder? Mais on parle du travail. Et du coup, j'étais là, pardon, désolée. Voilà, la classe doit être silencieuse. Enfin, moi, maintenant, ça m'angoisse quand c'est silencieux, c'est qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas normal. Il Je suis faut qu'il y ait d'accord. un bruit de fond, faut que ça vive, en fait, finalement, une classe. Une classe trop silencieuse, moi, je trouve ça louche. C'est d'abord l'apprentissage des bases. Mais classe flexible ou pas, Oui. je dois. Bah oui, c'est ça, Que là, hein. on en a plus le besoin parce qu'ils sont autonomes, donc le C'est bruit, c'est ça. plus important. Donc, classe flexible ou pas, si je dis à mes élèves, écoute, il faut que je leur enseigne ce Il faut qu'est écouter. l'écoute. Si je Exactement. leur dis chuchote, il faut que je leur enseigne ce qu'est chuchoter. Si je leur dis sois autonome, il faut que je leur enseigne ce qu'est l'autonomie. Exactement. Et jamais je ne peux prétendre que mes élèves sauront faire quelque chose qui est abstrait et que donc je n'ai pas explicité et enseigné. Mais alors ça, classe flexible ou pas, hein, ça c'est pour tout le monde, Dans la classe flexible, on ressent plus les effets de ne pas expliquer les choses. Enfin, bien moi, sûr. ça m'a plus marqué. Voilà, les premières fois quand je les ai laissés être autonomes et que c'était le bazar, je me suis dit, mais attends, est-ce que je leur expliquais ce que j'attendais d'eux? C'était pas clair. Parce qu'en plus, là, tous les enfants sont autonomes. Souvent dans les classes, moi, ce que j'ai déjà vu en tant que jeune enseignante, c'était, voilà, les meilleurs ont terminé, les meilleurs élèves vont en autonomie. Et généralement, ceux-là, enfin, moi, j'ai jamais connu, enfin, c'était souvent les plus calmes et qui savent s'occuper, voilà, à peu près correctement. Euh, alors que là, tous les enfants sont autonomes. Celui qui a bien compris, celui qui a rien compris, qui va trouver une solution sans venir nous embêter à chaque fois. Enfin, c'est compliqué tout ça. Et Enfin, ça leur donne des vraies compétences durables, exact. au-delà de ta classe, bien sûr. Et qui leur servira toute leur vie finalement. En tout cas, la classe flexible, d'après ce que tu as dit et d'après ce que j'ai compris, pour résumer, pour moi, c'est un moyen de répondre aux besoins des élèves, déjà parce qu'ils
ils bougent. Donc, on sait que l'apprentissage se fait par le mouvement. Un enfant qui est assis et qui ne doit pas bouger a du mal à rester concentré. Donc, ça sert la concentration. Ouais, les adultes aussi. Ça respecte leurs besoins d'autonomie où ils vont pouvoir choisir et s'impliquer. Ça respecte leur sentiment d'appartenance puisqu'ils font partie d'un groupe et ils sont, ils ont leur travail à faire et donc ils peuvent communiquer aussi puisqu'il y a des temps en collectif. Et ça permet de gagner de la place, de l'espace et d'avoir un climat de classe serein, Oui. avec un respect et une confiance mutuelle. Il faut penser aussi à l'enseignant, c'est aussi se sentir mieux dans sa classe, être heureux d'aller travailler. Enfin, Ouais, moi, je t'assure que depuis que j'imagine. je fonctionne comme ça, je me sens mieux, moins stressée, je stresse moins les enfants aussi finalement. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que la première chose, c'est de travailler sa posture et sa confiance en soi pour accepter de se tromper, accepter d'essayer et de revenir en arrière. Un petit peu en fait ce qu'on demande aux élèves, Exactement. se donner le droit à l'erreur pour Oui. pouvoir expérimenter. Ça, c'est vraiment important. Et en tant qu'adulte, c'est pas facile. On demande ça aux élèves, mais nous, est-ce qu'on sait le faire? Moi. Est-ce qu'on peut voir des films de ta classe en fait ou de temps d'autonomie? Est-ce que ça existe? Mais on a fait des visites virtuelles qui sont disponibles sur le blog d'Aurélia et sur le mien en tout cas. Et on a peut-être sur les chaînes aussi YouTube de Classe de Demain, sur leur blog aussi. On a fait des vidéos où moi j'ai pu parler par exemple de la classe flexible et on voit mes élèves en action. Donc ça peut peut-être donner aussi Super. une idée. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été là. Donc, vous pouvez retrouver la maîtresse Ève sur son blog, sur Instagram, sur Facebook, elle est partout. Voilà. Et dans les livres aussi, avec enseignants classe flexible. Exactement. Merci à tout le monde. Merci à toi. Daniel. À bientôt. À bientôt.